Tout le monde pense qu'il n'est qu'un garçon de village impuissant. Mais il s'avère être le plus grand roi de l'histoire. Il y a longtemps, un homme nommé Gré est passé du statut d'orphelin à celui de conquérant de la terre entière. Personne ne pouvait lui résister, et ceux qui essayaient furent impitoyablement effacés de la planète. Cependant, même avec tout le pouvoir du monde, il se sentait insatisfait de sa vie parce qu'il était tout seul. Puis un jour, il se retrouva soudain noyé dans une mer sans fond, et une voix lui demanda de chercher la lumière dans sa prochaine vie. Le roi réalisa qu'il venait de mourir, et l'instant d'après, il ouvrit les yeux dans une pièce faiblement éclairée avec deux personnes inconnues qui se dressaient au-dessus de sa tête. Il l'appelait Arthur et se racontait à quel point leur fils les avait rassemblés. Même s'il n'avait aucune idée de qui étaient ces gens ou de l'endroit où il se trouvait maintenant, il réalisa alors qu'il était né de nouveau avec la pleine conscience et la connaissance de sa vie passée. Le grand roi, qui n'est plus qu'un enfant ordinaire, trouve sa nouvelle vie d'Arthur incroyablement embarrassante. Il ne peut pas très bien contrôler son corps et agir comme un enfant pendant que ses parents nettoient ses couches, le remplit de honte. Un jour, Arthur voit son père utiliser la magie pour renforcer son corps afin qu'il puisse labourer leur champ d'un seul coup de poing, puis sa mère le soigner après qu'il ait été blessé. C'est la première chose qui le rend curieux, et il se rend compte que ce monde n'est pas la terre car il a de la magie. Bientôt, Arthur découvre que son père est un aventurier qui part souvent chasser des monstres avec ses amis. Il se rend compte que puisque tous les gens dans ce monde sont autorisés à posséder des armes, cela doit être un endroit dangereux et décide de devenir fort le plus tôt possible pour se protéger. Malheureusement, ce jour est encore loin, car pour l'instant, il est encore un bébé qui commence à s'endormir dès que sa maman lui chante une berceuse. Cependant, il surmonte bientôt sa frustration à ce sujet et commence à profiter de ces moments paisibles, car dans sa vie passée, il était toujours sous le danger d'assassins le ciblant dans son sommeil. Quelques mois passent et Arthur commence enfin à ramper dans la maison. Il fait semblant de dormir pour que sa mère le laisse tranquille, puis se faufile dans la bibliothèque de leur maison où il commence à chercher des informations sur ce monde dans les livres. Il découvre que le continent sur lequel il vit possède un pays de nains au sud et un pays d'elfes au nord. Le pays humain est gouverné par un roi, mais contrairement à sa vie passée, le fils du roi devient le nouveau roi de ce monde et il n'y a pas de combat à mort pour le trône vide. Il trouve ensuite un autre livre qui lui parle de magie. Et Arthur se rend compte que la magie est la raison pour laquelle ce monde est si en retard en termes de science et de technologie. Il apprend qu'environ 1% de la population peut utiliser la magie et que la capacité magique d'une personne est souvent déterminée par la capacité de ses parents. Le livre lui dit qu'il existe deux principaux types d'utilisateurs de magie. Tout d'abord, il y a les augmentateurs qui utilisent le mana pour renforcer considérablement leur capacité physique et se battre en tant que guerriers. La deuxième catégorie est celle des conjurateurs qui peuvent projeter du mana hors de leur corps comme les sorciers. Arthur se rend compte que son père est un augmenté, mais il pense que sa mère n'est pas une magicienne typique en raison de ses pouvoirs de guérison. Il décide d'arrêter de penser à cela et continue de lire les moyens de devenir un utilisateur de magie. Le livre lui dit que pour utiliser la magie, il faut avoir un noyau magique qui se forme en concentrant le mana à l'intérieur du corps en un seul point. La plupart des gens ne parviennent à y parvenir qu'à la puberté et il leur faut des années pour créer un mana-corps solide et utilisable. Arthur, cependant, connaît déjà un concept similaire. Dans sa vie antérieure, il pouvait manipuler l'énergie interne de son corps appelée Kai et former un noyau Kai à l'intérieur de son corps était comme former un manoir. Arthur commence à concentrer son mana à l'intérieur de son corps, mais alors qu'il s'apprête à former son monor, sa mère le retrouve et le ramène dans son lit. 2 ans passent en un éclair et un jour, alors que la mère d'Arthur est occupée à écrire une entrée de journal à son sujet, il sort pour apprendre l'escrime avec son père. Alors qu'il continue à balancer un bâton en bois comme une épée, sa mère sort et elle est incroyablement furieuse contre son mari pour avoir appris à leur fils à utiliser une épée alors qu'il vient d'apprendre à marcher. Ce n'est pas une nouveauté pour Arthur qui a maintenant compris que sa mère est la véritable chef de la maison. Sa mère l'emmène également de temps en temps dans la ville voisine. Et Arthur est toujours heureux d'être là, car cela lui permet d'apprendre beaucoup de choses sur ce monde. Il s'intéresse à tout, des armes aux objets étranges trouvés dans ce monde. Mais ce qui l'intéresse le plus, c'est la magie, et le fait d'être en ville lui donne la meilleure chance de la voir de près.
après. En dehors de ses visites, Arthur vit une vie paisible avec ses parents. Et même s'il est mal à l'aise d'être piégé dans le corps d'un nourrisson, il commence lentement à apprécier la vie paisible. Ses parents prennent soin de tous ses besoins et cela lui rappelle son enfance à l'orphelinat de sa vie antérieure, où il souhaitait désespérément avoir une famille, mais ses souhaits ne se sont jamais réalisés. Un jour, Arthur voit son père pratiquer la magie pour renforcer son noyau de mana. Il est vraiment excité de le voir et d'apprendre de lui, mais son père parvient à peine à soulever quelques pierres du sol en utilisant son mana. Arthur n'est pas impressionné car ramasser les pierres avec ses mains serait plus rapide, mais sa mère vient alors le voir et lui dit que ce n'était pas le meilleur coup de son père et qu'il a de meilleurs résultats à partir du deuxième tour. Le père d'Arthur concentre à nouveau son énergie pour impressionner sa femme cette fois-ci et lance une série d'attaques puissantes qui secouent la terre. Arthur est vraiment impressionné par les compétences de son père cette fois-ci et sa mère est sûre que lorsqu'il grandira, il deviendra également un guerrier fort. Arthur veut essayer de le faire tout de suite, mais sa mère décide de l'emmener pour la sieste. Il passe devant la bibliothèque en chemin et Arthur supplie sa mère de vouloir lire les livres. Elle le refuse sévèrement, mais il lui lance un regard innocent et suppliant auquel elle ne peut résister. Finalement, elle le laisse seul avec les livres, tandis qu'elle sort pour être avec son mari. Et Arthur commence à concentrer tout le mana de son corps pour former son noyau de mana, ce qu'il essaie de faire depuis 2 ans. Il sent qu'il est sur le point de faire une percée. Et puis soudain, son monor se forme à l'intérieur de son corps. En conséquence, une puissante explosion emporte la maison et le père d'Arthur est blessé en essayant de protéger sa femme. Ils paniquent tous les deux car ils craignent que leur fils soit en danger. Mais lorsqu'ils entrent à l'intérieur, ils n'en croient pas leurs yeux lorsqu'ils voient Arthur flotter dans le ciel avec une lueur dorée. Arthur leur adresse un sourire suffisant, déclarant qu'il peut enfin utiliser la magie maintenant. Il se met à terre et commence à marcher vers eux quand soudain, les décombres du toit tombent vers lui. Il panique, craignant que cela soit la fin de sa vie. Mais ses 2 parents se précipitent vers lui pour le protéger des décombres qui tombent. Arthur ne réalise qu'après cela que ses parents ont le devoir de le protéger. Mais quand il commence à pleurer, il devient confus. Dans sa vie antérieure, il n'avait jamais rien vécu de tel. Et même les parents des autres enfants n'ont jamais montré d'autres émotions que de la fierté ou de la déception. Alors qu'il se demande ce qu'est ce nouveau sentiment, Arthur se met à pleurer lui aussi, s'accrochant instinctivement à sa mère. Quelques années s'écoulent après cela, et Arthur est maintenant un jeune garçon qui commence à apprendre les techniques de combat de son père, Reynold. Lui et son père se tiennent face à face dans le jardin où son père essaie de lui remettre ses précieux gants. Mais Arthur le rejette car il sait qu'il n'a pas assez de force pour les manier à cet âge. Il prend plutôt une épée en bois et son père fait de même. Arthur passe immédiatement à l'action, essayant de lancer 3 attaques consécutives sur son père. Mais son père est beaucoup plus fort et bloque facilement chacune de ses attaques. Arthur se rend compte que son père utilise sa magie pour renforcer les bâtons. Alors, il décide de faire la même chose et verse son mana dans son épée en bois. Peu de temps après, il court à nouveau vers son père, qui est surpris lorsque l'attaque d'Arthur parvient à briser son bâton en 2. Arthur sourit et prétend que son bois est meilleur que celui de son père. Mais son père affirme que l'endurance est plus importante. Quoi qu'il en soit, son père se rend compte qu'Arthur est un prodige, alors il prend la décision difficile de parler à sa femme de l'idée d'envoyer Arthur hors de la ville chez un vrai tuteur. Sa mère, Alice, est totalement contre, car elle ne veut pas que son doux fils lui soit arraché alors qu'il n'a que 4 ans. Reynold soutient qu'à seulement 4 ans, le bois d'Arthur est beaucoup plus puissant que le sien, ce qui signifie qu'il devrait être entraîné par un guerrier accompli. Mais avant qu'il puisse prendre une décision, Arthur intervient, affirmant qu'ils devraient tous y aller ensemble, même si cela semble être une idée assez stupide. Les 2 parents sont immédiatement d'accord, probablement parce que la crise du logement n'a pas encore vraiment affecté leur monde. Quelques jours plus tard, Alice et les anciens membres de Reynolds arrivent pour voyager avec eux, et Arthur se présente à eux tous. L'ancien groupe de ses parents était composé d'Adam le chef, de Angela, la grande femme au gros pot, de Dur, le homme d'apparence moyenne, d'Hélène l'archère, et de Jasmine, la fille lutin maniaque qui semble méfiante envers Arthur pour une raison quelconque. Bientôt, ils décident de commencer à bouger, et Arthur apprend que ce monde utilise encore un mode de transport assez primitif par rapport à son monde où ils ont des Uber aériens pour aller partout. Un peu plus tard, ils décident de s'asseoir pour manger un peu. Mais cela ne se passe pas si bien lorsqu'un groupe de monstres loups apparaît de la forêt à cause de l'odeur de la nourriture. Jasmine entre immédiatement en action, attrape 2 poignards et se lance dans le combat, tranchant tout loup qui se présente devant elle, tandis que Reynold, Adam et Hélène tuent tous d'autres loups avec leurs propres armes. Pendant ce temps, Dur et Angela utilisent leur magie pour détruire complètement les bêtes restantes. Cette nuit-là, ils se régalent de la chair des monstres
Et après un moment, Alice remarque que Reynold saigne encore du bras et décide de le guérir. Le reste des membres du groupe se lèvent immédiatement de leur position et créent un cercle protecteur autour d'eux, ce qui déroute Arthur. Mais il apprend bientôt qu'Alice est une mage très spéciale, qui possède une magie de guérison, ce qui est extrêmement rare. En raison de sa rareté, Alice est toujours menacée d'être capturée. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils ont déménagé à la campagne afin de rester sous le radar. Heureusement, la magie de guérison fonctionne sans aucun problème. Mais après cela, Adam décide qu'il a besoin d'un peu d'exercice et demande à Arthur de s'entraîner avec lui. Arthur accepte l'entraînement, tandis qu'Adam enveloppe sa pointe de lance acérée avec du tissu pour éviter tout dommage. Ils se préparent pour la séance d'entraînement et chargent leurs armes avec du mana. Mais à la surprise d'Adam, Arthur décide de faire le premier pas en utilisant la magie pour augmenter sa vitesse, se déplaçant à la vitesse de l'éclair vers Adam avant de disparaître puis d'apparaître derrière lui, prenant Adam par surprise. Malheureusement, Arthur finit par glisser, ce qui donne à Adam le temps de réagir, et bientôt ils se retrouvent enfermés dans un va-et-vient intense. Tout le monde est choqué par la rapidité d'Arthur, mais au dernier moment, il est projeté dans les airs à cause de son corps léger, et Angela est obligée de le sauver avec sa magie du vent. Il atterrit doucement sur le sol en contrebas, tandis que le reste des membres de l'équipe commence à gronder Adam pour avoir exagéré contre un si petit garçon. Adam essaie de se défendre, affirmant que le garçon est trop fort, mais personne ne l'écoute. Jasmine, quant à elle, semble très intriguée par les compétences d'Arthur et commence à lui poser des questions sur les techniques qu'il utilise. Les 2 jours suivants passent rapidement alors qu'Arthur s'entraîne, mange, dort et s'entraîne encore avec presque tous les membres du groupe. Apprendre les techniques de lance avec Adam, les pompes avec Reynold, le tir à l'arc avec Hélène et courir comme Usain Bolt avec Jasmine, qui semble avoir pris beaucoup d'affection pour le petit garçon. Elle essaie de le séduire pour une petite fête en lui offrant une petite épée avec de l'huile pour bébé dessus. Mais sa mère ne veut pas qu'Arthur se fasse cuire, alors elle l'appelle. Bientôt, ils commencent à continuer leur voyage dans les chariots, quand soudain, ils sont obligés de s'arrêter dans des circonstances mystérieuses. Soudain, une volée de flèches vole vers eux, et Arthur réalise immédiatement qu'ils sont attaqués par des bandits. Dur, et Adam saute immédiatement devant les chariots, tandis qu'Angela utilise sa magie du vent pour souffler toutes les flèches venant vers eux. Arthur jette un œil à l'extérieur et découvre qu'ils sont complètement encerclés par des bandits de tous côtés. Le chef des bandits laids ordonne à ses hommes de ne pas blesser Alice et Arthur et de se débarrasser de tous les autres car ils peuvent être vendus pour une somme élevée. Les bandits crient tous leur accord et sautent dans la zone de combat où ils commencent à se faire cuire par Reynold et son groupe. Un par un, tous les membres du groupe commencent à éliminer les bandits un par un. Et Arthur sait que son parti est beaucoup plus fort sur une base individuelle. Mais le problème commence à apparaître lorsque les bandits commencent à essayer de les submerger par leur nombre. Les membres du groupe commencent à être épuisés par les combats constants tandis que le chef des bandits se lance dans un 1 contre 1 contre Reynolds et le claque dans le chariot dans lequel se trouve Arthur. Le chariot est détruit alors qu'Alice essaie rapidement d'aider Reynolds, mais il lui dit de ne pas utiliser sa magie car cela aggraverait encore la situation. Il se lève et dit à Arthur d'emmener sa mère dans un endroit sûr pendant qu'il s'occupe du chef des bandits. Arthur veut évidemment se battre et prétend qu'il est assez fort pour gérer ses voyous. Mais son père lui crie d'utiliser cette force pour protéger sa mère puisqu'elle a un enfant dans le ventre. Arthur se demande quand ils ont eu le temps de faire l'acte, mais décide néanmoins de s'enfuir avec Alice. Le chef des bandits tente de les poursuivre, mais Reynold l'attaque à nouveau, le forçant à se défendre. Arthur continue de courir, mais se retrouve bientôt bloqué par plusieurs ennemis. Heureusement, les membres de son groupe sont des professionnels et ils parviennent à éliminer un par un tous les bandits sur son chemin. Arthur les remercie pour leur aide et continue de courir à toute vitesse quand soudain, ils sont pris en embuscade par un mage qui les attaque avec sa magie du vent. Arthur décide de pousser sa mère en sécurité tandis qu'il est frappé par le plus gros des dégâts, le poussant dans les airs et par-dessus la falaise. Il décide qu'il ne va pas mourir seul et jette son couteau attaché à une corde sur son agresseur, le faisant tomber également. Dur et Angela tentent immédiatement d'utiliser leur magie pour sauver le jeune Arthur, tandis que sa mère crie son nom avec les yeux larmoyants. Mais pendant tout ce temps, Arthur se sent en paix, comme s'il avait accompli quelque chose. Il se demande si c'est à cela que ressemble le bonheur, quand soudain des larmes lui montent aux yeux, lorsqu'il réalise qu'il allait être grand frère. Mais maintenant, la vie lui a été arrachée. Alors qu'Arthur ouvre les yeux après la chute, il découvre qu'il est toujours en vie. Il se demande où il est, quand soudain le sol sous lui commence à trembler, tandis que quelque chose d'énorme marche vers lui. Arthur essaie de se lever et de voir ce qui arrive,
et il est complètement horrifié par un démon effrayant qui l'appelle par son nom. Arthur est terrifié par le démon, mais c'est un Chad qui ne se laissera pas faire sans se battre. Il saute sur le démon pour l'attaquer, mais est doucement repoussé. Alors qu'il se relève, le démon lui dit qu'il a encore beaucoup à apprendre et lui assure ensuite qu'elle est une amie. Arthur ne comprend pas ce qui se passe. Et puis le démon commence soudainement à cueillir des fruits pour lui. Elle dit à Arthur qu'il doit manger avant de pouvoir commencer à parler, car sinon, elle ne répondra à aucune question. Arthur n'a d'autre choix que d'engloutir les fruits et demande ensuite au démon si ses parents vont bien. Elle lui montre une scène de la route où ses parents et leurs amis ont combattu les bandits et elle est pleine des cadavres des bandits. Le démon dit à Arthur que tous ceux qu'il connaît sont en vie et qu'ils ont continué leur voyage il y a quelques jours en toute sécurité. Arthur est ému aux larmes, tandis que le soulagement remplit son cœur en entendant cela. Il demande ensuite au démon son nom pour pouvoir la remercier correctement et elle se présente comme Sylvia. Quelques jours passent avec Arthur, toujours dans la grotte de Sylvia, mangeant les fruits pour se maintenir en vie pendant que ses blessures guérissent. Il veut aller chez ses parents le plus vite possible, mais Sylvia lui dit que ce n'est pas si facile, car il devra traverser la forêt remplie de monstres dangereux et de hors-la-loi. Cependant, elle a un autre moyen de réunir Arthur avec sa famille, mais cela implique de créer un trou dans le tissu espace-temps et prend beaucoup de temps. Arthur comprend cela, et tandis que Sylvia prépare le trou dans l'espace et le temps, il continue d'entraîner ses compétences. Il comprend maintenant que même si Sylvia ressemble à un démon, elle est vraiment gentille. Et plus que cela, elle se soucie beaucoup de lui en particulier. Un jour, alors qu'Arthur travaille sur son monore, Sylvia décide de lui apprendre un tour que les humains ne connaissent pas. Elle recueille du mana dans l'air et forme une boule dans sa main, surprenant Arthur, qui n'a jamais rien vu de tel auparavant. Sylvia lui dit que la plupart des humains pensent qu'ils peuvent soit collecter du mana, soit l'utiliser. Mais dans la nature, de nombreuses créatures peuvent faire les deux choses en même temps. Elle propose d'apprendre le tour à Arthur. Mais avant cela, elle veut savoir ce qu'il fera une fois qu'il sera devenu plus fort, après l'avoir appris. Arthur y réfléchit longuement et déclare ensuite qu'une fois qu'il sera plus fort, il tuera tous ceux qui tenteront de nuire à son peuple. Mais Sylvia n'aime pas cette réponse, et elle le repousse. Arthur s'énerve à ce sujet, mais Sylvia lui dit qu'il a échoué à son examen parce qu'elle n'a pas l'intention d'enseigner à quelqu'un avec des tendances violentes aussi dérangées. Arthur est confus par cela, car la seule chose qu'il a apprise dans sa vie passée est que l'on devient plus fort pour tuer ses ennemis. Cependant, lorsque Sylvia lui demande s'il aime penser à la violence tout le temps, Arthur se tait. Sylvia lui dit alors qu'il existe d'autres moyens d'utiliser la force que la violence et qu'elle ne voudrait pas qu'il gâche sa vie dans la rage et la violence. Ces paroles touchent une corde sensible chez Arthur et il a l'impression que Sylvia sait tout de sa vie passée. Elle répète ensuite sa question initiale et demande ce qu'il fera une fois qu'il sera plus fort. Et cette fois, Arthur répond qu'il protégera les personnes qui lui sont chères. Sylvia est satisfaite de cette réponse. Et elle commence à apprendre à Arthur comment utiliser la magie tout en la recueillant directement dans son environnement. Arthur l'apprend également très vite, mais juste au moment où il court pour montrer qu'il peut le faire à Sylvia. Elle le jette sur le côté de la grotte et l'enterre sous les rochers. Arthur est confus, mais Sylvia lui parle par télépathie et lui dit de ne faire aucun bruit. Quelques instants plus tard, un autre démon comme Sylvia arrive et lui dit de revenir avec lui. Elle refuse de l'accompagner, alors le démon lui lance une boule d'énergie. Arthur est inquiet, mais Sylvia lui assure qu'elle ira bien. Elle se relève pour se battre à nouveau et libère toute sa puissance, brisant son corps démoniaque et se transformant en dragon blanc. Elle tire ensuite un hyper-rayon sur le démon qui peut à peine le bloquer. Il l'avertit que l'utilisation d'un si grand pouvoir lui coûtera très cher. Mais Sylvia lui dit qu'elle ne regrette rien de sa vie. Le démon annule en quelque sorte son attaque et la bombarde ensuite avec ses boules d'énergie sombre, dont certaines touchent la grotte. Sylvia est distraite alors qu'elle essaie de confirmer la sécurité d'Arthur et le démon décide de l'assommer avec une grosse attaque. Sylvia se rend compte qu'Arthur sera en danger à cause de ce danger. Elle décide donc de tout risquer pour qu'il puisse s'échapper. Elle utilise tout son pouvoir pour arrêter le temps et appelle ensuite Arthur à l'extérieur en lui disant qu'il doit rentrer chez lui maintenant. Elle ouvre un trou dans l'espace et le temps en lui disant que cela ne le mènera pas directement à sa famille. Mais maintenant, il est assez fort pour survivre seul pendant qu'il les recherche. Arthur se rend compte que Sylvia se sacrifie pour lui et son cœur se brise à cause de cela. Mais elle lui fait promettre d'utiliser son pouvoir pour protéger les personnes qu'il aime. Elle lui offre ensuite quelques cadeaux d'adieu sous la forme d'un œuf de cristal et d'une plume, lui demandant d'en prendre bien soin. Après cela, elle embrasse Arthur et soudain, il se fait tatouer des tatouages dorés sur ses deux bras. Sylvia lui dit qu'il apprendra leur signification
et leur but quand le moment sera venu. Mais pour l'instant, c'est un adieu. Elle lui dit alors qu'elle n'avait pas vraiment besoin de tout ce temps pour préparer un portail pour le renvoyer chez lui et qu'elle a volontairement retardé le processus parce qu'elle a apprécié les quelques jours qu'elle a passés avec lui. Arthur commence à pleurer en entendant cela et il réalise alors qu'il n'est pas assez fort pour la protéger en ce moment, même s'il a promis qu'il protégerait tous ceux qu'il aime. Sylvia lui dit que leur promesse ne s'applique pas dans cette situation et lui dit de se dépêcher. Il lui dit qu'il se fiche qu'elle soit un dragon ou un démon parce qu'elle fait partie de sa famille et qu'on ne laisse jamais sa famille derrière soi. Sylvia dit à Arthur qu'il a déjà une maman. Alors, il décide de l'appeler grand-mère et le dragon se met à pleurer en entendant cela. Elle pousse ensuite Arthur vers le portail et il prend l'œuf et la plume avec lui. Mais juste au moment où il entre dans le portail et se retourne pour dire un dernier au revoir à Sylvia, il se retrouve entraîné. Une fois parti, Sylvia libère son pouvoir et ramène le temps dans la grotte à la normale, immédiatement touchée par l'attaque du démon. Elle tombe par terre. Mais alors qu'il marche vers elle, confiant dans sa victoire, Sylvia lui lance un coup rapide, le faisant exploser de toute sa puissance à bout portant. D'autre part, Arthur voyage à travers le portail où il entend à nouveau la voix de Sylvia. Elle lui dit qu'il est normal d'être triste, mais qu'il devrait travailler dur pour transformer cette tristesse en bonheur un jour. Arthur lui dit qu'il ne peut pas le faire, mais Sylvia dit qu'elle sait qu'il peut le faire parce qu'il était le roi le plus fort de l'histoire. Arthur est choqué d'apprendre qu'elle connaît sa vie antérieure et il veut demander à Sylvia si c'est elle qui l'a amené dans ce monde. Mais avant de pouvoir faire cela, il sort du portail. Après qu'Arthur ait fini de pleurer à propos de Sylvia, il se lève et place l'œuf de cristal dans sa poche. Il regarde ensuite autour de lui et découvre qu'il se trouve dans une forêt dense et pleine de dangers. Arthur entend soudain une fille crier au loin et il saute à travers les arbres pour la chercher. Il découvre bientôt une bande de bandits en train de kidnapper une fille elfe et de discuter de la façon dont ils peuvent gagner beaucoup d'argent s'ils la vendent à l'île d'Epstein. Cela lui rappelle l'époque où son groupe a été attaqué par les bandits et il prévoit de faire la même chose avec lui. Il devient furieux en voyant la fille elfe se faire kidnapper, mais suivant sa promesse à Sylvia, il ne se laisse pas consumer par sa rage. Au lieu de cela, il décide de suivre les bandits car ils le mèneront sûrement à la colonie humaine la plus proche. Le soir, lorsque les bandits font une pause, ils commencent à parler de s'amuser avec la fille avant de la vendre. Et c'est là qu'Arthur trace la ligne. Il commence à rassembler du mana pour gérer ses fichiers PDF et remarque ensuite qu'il contrôle des monstres sauvages à l'aide de couleurs magiques. Il jette quelques noix sur les bêtes, les mettant en alerte et hurlant bruyamment. Les bandits paniquent, car cela peut attirer toutes sortes de monstres vers eux, et l'un d'eux va immédiatement les battre pour les soumettre. Arthur attendait ce moment et il crée une lame de mana autour de sa main avant d'aller derrière le bandit et de le trancher. Il vole le couteau du bandit et juste à ce moment-là, un autre gars arrive à sa recherche. Arthur le tue avant qu'il ne puisse émettre un son, mais il constate que son corps manque d'endurance pour se déplacer autant, avant même qu'il ait le temps de se détendre. Un troisième bandit arrive à la recherche de ses amis et Arthur l'attaque immédiatement. Cependant, il ne peut que se blesser à la jambe et le bandit appelle son ami, lui disant de faire attention car ils ont un jeune mage avec eux. Le quatrième bandit est excité car les utilisateurs de magie d'un si jeune âge sont rares et il peut gagner beaucoup d'argent en le vendant. Il décide de ne pas lui faire de mal et pose l'épée pour utiliser la magie à la place. Il saute ensuite sur Arthur avec ses griffes imprégnées de magie qui écrasent le sol sous eux. Arthur parvient d'une manière ou d'une autre à esquiver l'attaque et tente ensuite de donner un coup de pied au bandit, mais il est plus rapide que lui. Arthur lui lance le couteau avec un fil attaché au bout, mais le bandit chevronné l'attrape rapidement et se précipite vers lui. Il donne un coup de pied au garçon avec suffisamment de force pour le faire tomber, puis le maintient la tête en bas. Mais Arthur utilise alors la magie du feu sur sa jambe, forçant le bandit à le laisser tomber. Avant que le bandit ne puisse se rétablir, Arthur lui lance à nouveau le couteau. Et cette fois, il le fait tourner autour de son cou pour ne pas pouvoir esquiver la lame lorsqu'elle lui transperce le front. Arthur s'occupe ensuite du dernier bandit et libère la fille elfe, qui lui rappelle quelqu'un de son passé. Il sort rapidement de ses souvenirs et dit à la fille qu'elle est libre de rentrer chez elle maintenant, mais elle s'inquiète en voyant ses blessures. Arthur lui dit que ce n'est rien de grave et recouvre ensuite les cadavres pour que la jeune fille ne voit pas ce spectacle horrible. Elle est toujours curieuse à leur sujet. Alors, il lui dit qu'ils ont eu un accident et qu'ils ne la dérangeront plus. Arthur trouve alors des bagages dans la voiture et dit à la fille de rentrer chez elle maintenant, mais elle lui attrape la main parce qu'elle a peur. Elle le supplie de l'emmener avec elle et il décide d'avoir pitié d'elle et lui permet de l'accompagner. Il se tourne ensuite vers les monstres asservis
et décide de mettre fin à leur misère, car cela ne semble pas être une bonne idée de les libérer. La fille elfe, quant à elle, décide de libérer les loups cornus parce que les elfes respectent toutes les formes de vie, et si elle ne libère pas les monstres, ils mourront. Elle les libère et les monstres partent vraiment paisiblement, ce qui amène Arthur à s'émerveiller du lien de la fille avec la nature. Après cela, il décide de la ramener chez elle, et alors qu'il s'arrête pour faire une pause, il apprend qu'elle s'appelle Tesha. Il prépare de la nourriture et lui dit de manger même si elle n'a pas faim, car cela l'aidera à reprendre des forces. Et ces mots lui rappellent Sylvia. Quoi qu'il en soit, il remarque que Tess s'inquiète de la nourriture parce qu'elle n'a pas bon goût et exige de manger quelque chose de sucré. Arthur pense qu'il devrait apprendre d'elle comment faire semblant d'être un enfant normal, parce qu'elle est le premier enfant de son âge qu'il ait jamais rencontré. Tess lui demande alors ce qu'il fait ici, et Arthur lui dit qu'il a été séparé de ses parents. Ils continuent leur voyage pour trouver le village des elfes, et cela prend bien plus de temps que ce qu'Arthur voulait. Tess continue de lui parler de son village, et Arthur apprend que la vie des elfes est bien différente de celle des humains. Soudain, il sent un loup cornu qui les suit, et il décide de le tuer. La nuit, il dit à Tess de dormir dans la tente pendant qu'il monte la garde à l'extérieur, puis commence à regarder l'œuf de cristal que Sylvia lui a donné. Alors qu'il se demande ce que c'est vraiment, Tess l'appelle et lui demande d'entrer dans la tente. Elle promet qu'elle gardera secret pour sa famille qu'il a couché avec elle. Mais Arthur lui dit qu'il va bien dehors. Il ne lui faut pas longtemps pour se rendre compte que Tess a peur d'être seule dans la tente et il décide d'accéder à sa demande et entre dans la tente. Là, Tess accuse tous les humains d'être des pervers qui ont plusieurs femmes. Et Arthur souhaite juste que ce soit vrai. Il demande à Tess qui lui a dit ça et elle lui répond que c'était son grand-père. Arthur nie les allégations, affirmant que seuls les nobles ont assez d'argent pour subvenir aux besoins de plusieurs épouses. Mais Tess s'endort au milieu de sa réponse. Le lendemain, ils reprennent leur voyage et Tess commence à se sentir de plus en plus à l'aise avec Arthur. Il est légèrement agacé par cela parce qu'il veut se dépêcher et retrouver sa famille. Et puis, une autre chose problématique se produit. Il commence à ressentir une douleur aiguë dans son monore qui le rend si faible qu'il ne peut même pas marcher. Et Tess court dans la forêt pour trouver des herbes qui peuvent le guérir. Alors qu'Arthur est assis seul, essayant de supporter la douleur, le loup cornu qu'il a libéré plus tôt s'approche de lui. Arthur panique en pensant que le monstre a choisi de l'attaquer alors qu'il était le plus faible. Et juste à ce moment-là, Tess revient avec les herbes. Il lui dit de rester à l'écart car le monstre est prêt à les attaquer. Mais au lieu d'attaquer, le monstre laisse un sanglier mort sur le sol et retourne dans la forêt. Arthur est vraiment confus par cela, mais Tess lui dit avec enthousiasme que la bête voulait lui rendre la pareille pour lui avoir sauvé la vie. Manger de la viande de sanglier fait du bien à Arthur. Et puis Tess lui dit qu'elle n'a trouvé aucune herbe, mais qu'elle a trouvé des champignons que les femmes de son village mangent tout le temps. Arthur les mange sans trop réfléchir, mais il attrape alors une grave diarrhée. Après cela, ils retournent tous les deux à la tente. Et Tess commence à raconter à Arthur les histoires des royaumes humains et nains qu'elle a entendus de son grand-père. Elle dit qu'elle veut vraiment voir ces royaumes, mais apparemment, ils sont pleins de mauvaises personnes. Donc elle ne peut pas y aller et les étrangers ne sont pas autorisés dans le village des elfes. Arthur n'entend que la moitié de ce qu'elle dit, car sa fatigue le rattrape et il s'endort. Le lendemain, la douleur d'Arthur revient, mais il la supporte tant bien que mal, car le village des elfes est à proximité. Tess dit à Arthur qu'ils sont déjà amis maintenant, mais il ne sait pas comment répondre à cela, car il n'a jamais eu d'amis, et les choses deviennent gênantes entre eux. Arthur commence à se souvenir de la personne la plus proche qu'il avait d'un ami dans son ancienne vie, et de la façon dont il l'a tué. Quand soudain, Tess se met à crier de excitation en voyant la porte du village des elfes. Arthur est choqué de le voir, mais Tess lui tend la main en lui disant de venir avec elle. Il lui prend la main et se rend au village des elfes où un groupe de gardes arrive immédiatement, sentant un intrus. Arthur ne comprend même pas ce qui se passe. Alors que les gardes l'arrêtent et qu'il voit un regard indifférent dans les yeux de Tess, il se demande ce qui va lui arriver maintenant. Alors qu'Arthur voit Tess rester silencieuse malgré sa demande, il se rend compte qu'il a été trop prompt à lui faire confiance. Même si elle l'appelait son ami dans la forêt, Arthur pense que les mots ne signifient rien du tout dans des situations comme celle-ci. Il panique, pensant qu'il aurait dû être plus prudent, et les soldats elfes sortent leurs armes pour le tuer. Tess entre immédiatement en action, alors qu'elle comprend ce qui se passe et demande aux gardes d'arrêter. Ils lui disent qu'Arthur est un humain dangereux et qu'ils doivent l'éliminer avant qu'il ne leur fasse du mal. Tess lui dit qu'Arthur est son ami qui l'a sauvé, mais le garde refuse de la croire. Au lieu de cela, il accuse Arthur de faire un lavage de cerveau à Tess quand soudain une voix puissante lui dit de se taire. Soudain,
un portail apparaît devant eux et un vieil elfe en sort, disant aux soldats de laisser partir le garçon immédiatement. Alors que Tess va voir Arthur, elle s'en prend aux soldats qui l'ont menacé. Mais le vieil elfe, qui est son grand-père, lui dit que leur réaction était juste, étant donné qu'un humain était venu dans leur royaume avec la princesse disparue, et remercie Arthur d'avoir sauvé sa petite fille, ainsi que la princesse de leur royaume. C'est une nouvelle pour Arthur, et il a du mal à croire que ce mannequin est une princesse, mais elle lui adresse un sourire suffisant. Virian lui demande si elle n'a pas parlé à son ami de son statut royal, et tandis que Tess dit qu'elle l'a fait, Arthur peut parier qu'elle ne l'a pas fait. Juste à ce moment-là, ses parents arrivent et Tess court dans leurs bras. Son père regarde Arthur comme n'importe quel autre elfe raciste. Il dit aux soldats de le tuer immédiatement, mais Vian explique que bien qu'étant un humain, Arthur a sauvé Tess et l'a escorté chez elle. Tess prend également sa défense et force son père à laisser Arthur venir dans leur château. Varian dit à Arthur qu'ils doivent discuter plus tard et il ressent un pouvoir mystérieux venant du vieil elfe. Sur ce, Tess attrape la main d'Arthur et commence à courir à travers la ville. Il est étonné de le voir, mais les elfes continuent de le regarder avec colère et haine à cause de leur longue histoire de guerre avec les humains. Arthur n'est pas inquiet à ce sujet, mais il est préoccupé par l'expression froide sur le visage de Tess lorsqu'il lui a demandé son aide pour la première fois. Il est également perturbé par sa douleur thoracique et décide d'être plus prudent à l'avenir. Bientôt, ils atteignent le château et Tess demande à toutes les servantes de servir Arthur avec tout ce qu'elles ont. Elle commence à planifier son séjour chez elle, mais Arthur estime qu'il devrait avant tout raconter leur voyage à ses parents. Ils lui permettent de leur parler, mais Tess lui trouve une place à la table et commande également du thé et des collations avant qu'ils ne puissent continuer. Et puis le père de Tess, Alduin, se présente ainsi que sa femme, Muriel. Arthur se présente correctement et les salue, et Alduin est assez impressionné par ses manières malgré son milieu pauvre. Sur ce, Arthur commence à raconter l'histoire de la façon dont il a sauvé Tess des marchands d'esclaves, et sa famille est furieuse lorsqu'elle l'apprend. Ils commencent également à maudire les humains pour cela, mais Arthur leur dit de maudire la profession et non la race. Virian lui demande comment il a libéré Tess des marchands d'esclaves, et Arthur révèle qu'il est un mage. Le roi a du mal à croire qu'il pourrait vaincre les marchands d'esclaves, et les soldats elfes sont encore plus virulents à ce sujet. Ils accusent Arthur d'avoir encore une fois trompé Tess, mais Vian leur dit de rester en arrière jusqu'à ce qu'ils reçoivent l'ordre. Tess se présente également pour soutenir Arthur, racontant les choses qu'elle a entendu les méchants dire. Sa mère la serre dans ses bras pour la réconforter, puis son père dit à Arthur qu'il croit à son histoire. Arthur demande alors à Alduin de le renvoyer dans sa famille pour le remercier d'avoir sauvé la vie de sa fille, mais il qualifie cette demande de déraisonnable. Il dit qu'il ne veut pas aider les humains barbares. Mais Arthur répond que s'il agit comme ça, il se comportera lui-même comme un barbare. Alduin se retrouve coincé en entendant cela, mais il refuse toujours d'aider Arthur. Soudain, Tess commence à le fixer pour le faire chanter émotionnellement. Alduin se replie rapidement et dit à Arthur que normalement la porte du royaume humain ne peut être ouverte qu'une fois tous les 7 ans, mais ils ne peuvent pas le garder ici aussi longtemps. Alors, il enverra des soldats pour l'escorter chez lui. Arthur est heureux d'entendre cela, mais soudain, la douleur dans sa poitrine revient avec une intensité plus grande que jamais. Il endure tant bien que mal la douleur tout au long de la journée et, la nuit, il va sur le balcon de sa chambre pour prendre l'air. Il voit Tess jouer joyeusement avec ses parents dans une pièce voisine et cela lui rappelle ses propres parents. Arthur se demande s'ils vont bien, même s'il croit qu'ils sont assez forts pour survivre à l'attaque des bandits. Il leur manque et se demande s'ils seront aussi heureux de le revoir que les parents de Tess le sont en ce moment. Il devient malheureux à mesure qu'il pense à eux. Et Tess le remarque. Elle court immédiatement le voir et s'excuse au nom de sa famille pour tout le monde qui a été impoli envers lui. Arthur répond que tout va bien et se moque ensuite de Tess en lui disant qu'elle devrait retourner dans sa famille et se faire gâter par eux. Tess s'en offusque et lui dit que ses parents le traiteront de la même manière une fois qu'il sera de retour chez eux. Et cela inquiète encore plus Arthur. Il cherche la validation de Tess en lui demandant si ses parents seront vraiment heureux de le voir malgré tout. Tess lui prend soudainement le visage en lui disant qu'il est évident que ses parents vont lui manquer parce qu'il n'est pas avec eux. Elle lui dit qu'il lui manque déjà parce qu'il rentre bientôt à la maison et Arthur reste sans voix. Juste à ce moment-là, les pétales lumineux d'une fleur qui ressemblent à des lucioles commencent à flotter dans l'air et tous deux se perdent dans l'admiration de leur beauté. Soudain, Arthur se souvient du regard froid sur le visage de Tess et il se demande si quelque chose n'allait pas chez elle à ce moment-là
ou s'il voyait des choses. Il décide d'arrêter d'y penser et de vivre l'instant présent pendant un moment quand soudain, il sent une attaque se diriger vers Tess. Il bloque rapidement l'attaque, puis se précipite vers l'attaquant pour découvrir qu'il s'agit de Virian. Arthur s'en prend au vieil elfe, lui demandant s'il voulait tuer sa petite fille. Mais Virian lui demande s'il peut vraiment tuer quelqu'un avec des pédales. Arthur ouvre ses mains et y trouve des pédales lumineuses. Et puis Virian le félicite d'avoir bloqué l'attaque et d'avoir répondu immédiatement. Il est désormais certain qu'Arthur a bel et bien combattu les marchands d'esclaves. Mais Tess se met en colère parce qu'elle pense que son grand-père harcèle son ami. Il invoque une petite épée en bois et la passe à Arthur pour tester ses compétences avant de mettre des tests sur la pelouse. Virian fait signe à Arthur de commencer et il le charge immédiatement. Il essaie de frapper le vieil elfe, mais découvre qu'il est assez rapide. Peu importe à quel point Arthur augmente sa vitesse en utilisant la magie, il ne peut pas porter un seul coup sur Virian. Le vieil elfe bloque alors l'une de ses attaques, brisant son épée au passage. Un morceau de l'épée vole droit vers Tess et Arthur lance la poignée de l'épée pour le dévier. Virian est surpris par son habileté et profitant de cette chance, Arthur décide de le vaincre en utilisant une explosion corporelle. Cependant, Virian le bloque par pur instinct. Arthur n'est pas prêt à abandonner non plus et il le charge à nouveau, le frappant au front. Virian est vraiment impressionné qu'Arthur ait réussi un coup et il lui dit de se préparer pour le deuxième round. Mais soudain, Tess l'agresse par derrière et lui dit d'arrêter d'intimider son ami. Virian lui dit qu'il n'intimidait personne et que s'il se retenait, c'est Arthur qui l'intimiderait. Arthur pense que le vieil homme ne croit pas vraiment ce qu'il dit, mais il le remercie poliment de l'avoir surestimé. Virian lui dit qu'il ne le surestime pas et que s'il est vraiment reconnaissant, il devrait devenir son élève. Arthur est choqué par cette offre venue de nulle part et il dit à Virian qu'il ne peut pas rester ici car ses parents seront inquiets. Le vieil elfe répond qu'il existe un moyen de faire savoir à ses parents qu'il est en sécurité ici. Et avant même qu'Arthur puisse poser la question, la douleur à la poitrine refait surface, le mettant à genoux. Virian l'avait déjà remarqué plus tôt, et il est maintenant sûr qu'Arthur a hérité d'une volonté bestiale. Il dit au garçon de devenir son élève, sinon il perdra la vie avant d'avoir la chance de rencontrer ses parents. Plus tard dans la nuit, alors qu'Arthur dort, il ressent soudainement la même douleur aiguë dans la poitrine. Il s'efforce de la maîtriser, mais la douleur continue d'augmenter jusqu'à ce qu'elle déchire son corps et se manifeste devant lui. Arthur ouvre les yeux et voit une silhouette sombre se profiler au-dessus de lui de manière menaçante. Il a instinctivement peur du monstre noir, mais au fond de lui, il commence à l'analyser comme un thérapeute. Il se demande si le monstre est la personnification de son anxiété ou de ses lourdes responsabilités et se met à crier lorsque le monstre s'approche de lui. Mais ensuite, il entend Tess lui dire de se réveiller. Alors qu'Arthur se réveille du cauchemar, il voit Tess assise sur lui et lui souhaitant joyeusement le bonjour. Arthur ne veut pas voir son visage ennuyeux dès le matin et il lui dit de le laisser tranquille, car il ne pouvait même pas dormir correctement à cause du monstre dans ses rêves. Il essaie de dormir à nouveau, mais Tess se met en colère en pensant qu'il la traite de monstre. Elle lui dit de se réveiller car son grand-père l'attend. Elle le tire du lit et Arthur n'a d'autre choix que de se préparer. Tess lui demande alors s'il va vraiment rester avec elle et il répond qu'il n'en est pas encore sûr. Mais Virian a quelque chose à lui montrer qui peut le faire changer d'avis et Arthur veut prendre sa décision après cela. Peu de temps après, Arthur et Tess sortent là où le roi Alduin essaie de convaincre Virian qu'un humain ne peut pas être autorisé à rester dans le royaume des elfes. Cependant, Virian n'écoute pas ses arguments et monte dans sa voiture en disant qu'il aime Arthur et c'est la fin de l'histoire. Juste à ce moment-là, Tess intervient également avec son mélodrame habituel du genre « Arthur m'a sauvé la vie ». Mais son père lui dit de se taire car il ne s'agit plus d'elle. Eh bien, Virian lui dit de se taire alors qu'il invite les enfants dans sa voiture et ensemble, ils roulent pour voir un ami du vieil elfe. Virian et Tess commencent à méditer à l'intérieur de la voiture et Arthur s'ennuie. Alors, il demande à Virian combien de temps le voyage va durer. Juste à ce moment-là, Tess tombe sur son épaule parce qu'elle dormait et ne méditait pas. Et Virian dit qu'elle s'est réveillée tôt aujourd'hui parce qu'elle voulait les accompagner. Il dit que parce que Tess est la seule héritière du trône royal, elle n'a jamais eu de vrais amis de toute sa vie. Elle ne fait pas facilement confiance aux gens et cache ses émotions à la plupart des gens. Mais elle est vraiment à l'aise avec Arthur. Virian remercie Arthur pour cela, car lorsque Tess est avec lui, elle sourit librement. Arthur est impressionné par le fait que Virian soit si humble qu'il puisse remercier un enfant. Et cela lui donne la confiance qu'il peut faire confiance au vieil elfe. Bientôt, leur voiture s'arrête devant une maison isolée de la société et Arthur est curieux de voir l'homme qui peut faire voyager même l'ancien roi jusqu'à sa maison. Soudain,
Virian se dirige vers la porte et la frappe d'un coup de pied, criant à son ami à l'intérieur de sortir. Il s'approche alors pour voir si quelqu'un arrive, mais son ami lui ouvre la porte au nez et lui dit d'arrêter de crier. Virian la présente alors comme Reyna, sa vieille amie et une sorcière aux compétences uniques. Il dit qu'elle peut aider Arthur avec ses pouvoirs et elle dit à tout le monde d'entrer pour qu'il puisse commencer immédiatement. La maison de Reyna est pleine de livres et Arthur se demande comment une nerd comme elle va l'aider. Il dit que grand-père Virian lui a dit qu'elle avait un sort qui pouvait l'aider à contacter ses parents et Reyna rit en disant à Virian qu'il était assez doux avec l'enfant. Elle dit ensuite à Arthur qu'elle est un cerf, ce qui signifie qu'elle peut voir le passé et le futur. Elle active ses pouvoirs et découvre qu'Arthur est si spécial qu'elle ne peut pas voir son véritable passé. Cependant, elle sait qu'il n'est pas ici pour une prophétie, mais pour revoir ses parents et leur faire savoir qu'il va bien. Arthur affirme et Reyna lui dit alors d'imaginer ses parents aussi clairement que possible tout en se penchant sur un seau d'eau. Arthur concentre toutes ses cellules cérébrales pour imaginer ses parents devant lui. Pendant ce temps, ses parents déjeunent dans leur nouvelle maison en ville. Alice prépare un ragoût et le sert à Reynold en disant qu'Arthur aimait aussi le ragoût. Elle devient soudainement triste et nostalgique, car aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Arthur et il n'est plus avec eux. Elle se souvient à quel point elle était dévastée le jour où il a sauté de la falaise, et Reynold se souvient également qu'il s'est saoulé jusqu'à en perdre son fils, parce qu'il pensait que c'était de sa faute. Heureusement, ses amis étaient là pour l'aider à se remettre de cette situation. Bientôt, ils atteignirent la ville et les membres de leur groupe leur dirent au revoir, alors qu'ils rentrèrent chez eux. Reynold est devenu soldat pour gagner sa vie et a ensuite acheté une maison en ville. Lui et Alice essaient de vivre normalement maintenant, même si Arthur leur manque vraiment. Mais soudain, ils entendent la voix d'Arthur qui les appelle. Ils se lèvent tous les deux de leur siège, surpris, et Arthur leur dit que ce n'est pas l'effet des champignons magiques dans le ragoût et qu'il leur parle vraiment. Il leur dit qu'il est vivant et en bonne santé et qu'il vit actuellement dans le royaume des elfes. Il explique qu'il utilise un sort magique spécial pour les contacter et même s'il veut vraiment rentrer à la maison, il ne peut pas le faire maintenant. Arthur révèle que quelque chose ne va pas avec son corps et qu'il a besoin d'un traitement pour cela. Mais il promet qu'une fois le traitement terminé, il rentrera rapidement chez lui. Ses parents sont émus aux larmes en apprenant qu'il est vivant et Arthur leur dit de faire attention jusqu'à la prochaine fois où ils pourront parler. Ils se serrent dans les bras et Arthur leur dit qu'il les aime vraiment. Il commence à pleurer avec ça et alors que ses larmes tombent dans le seau, sa concentration et le sort magique de Reyna sont rompus. Une fois cela fait, Arthur se calme et demande à Virian de l'accepter comme son élève. Bientôt, ils atteignent le palais et Virian ordonne à son fils de déclarer qu'Arthur va être son élève. Alduin n'en est pas sûr, mais Virian déclare qu'il assumera l'entière responsabilité au cas où des problèmes surviendraient à cause d'Arthur. Eh bien, Alduin et sa femme se replient en entendant sa décision sévère et ils accueillent officiellement Arthur dans leur royaume. Ils s'excusent même de ne pas l'avoir traité aussi bien qu'ils auraient dû le faire plus tôt. Et Arthur se rend compte que le roi des elfes ne peut toujours pas tenir tête à son papa. Il est heureux d'apprendre cela et il serre la main d'Alduin, acceptant son accueil. Soudain, Tess les interrompt, disant à son père que s'il accepte vraiment Arthur comme invité, il devrait le laisser jouer dehors avec elle parce qu'elle veut lui faire visiter la ville. Il ne peut pas lui dire non et entraîne bientôt Arthur à travers le marché pour lui parler des différents types d'aliments qu'ils vendent. Arthur tombe accidentellement sur un garçon elfe blond et s'excuse immédiatement. Mais le raciste le qualifie de dégoûtant et dit qu'il a maintenant des germes humains sur lui. Il commence à s'énerver devant Arthur sans raison et dit que cela ne fait aucune différence qu'il ait été accepté par Virian car il restera toujours un étranger. Arthur ne comprend pas ce qui se passe avec ce type et bientôt d'autres enfants commencent également à lui dire de retourner dans le royaume des humains. Tess lui dit de ne pas faire attention aux connards racistes. Mais Arthur se sent un peu espiègle. Le garçon blond Faye lui donne l'occasion de se venger de lui alors qu'il affiche son statut de noble et demande à Tess de le laisser l'escorter au lieu d'un humain. Bien que Tess refuse son offre, Arthur agit immédiatement comme s'il connaissait le nom de Faye et le fait qu'il ait un gros bonnet. Cependant, il prononce délibérément son nom de manière incorrecte et se montre ensuite sarcastiquement humble, ce qui l'énerve. Faye ne le laisse pas passer et jette son mouchoir par terre, défiant Arthur en duel. Tess essaie de l'arrêter en disant que même s'il est un noble, il ne sera pas épargné s'il cause des problèmes avec l'élève de son grand-père. Faye lui dit que son père lui a appris à ne jamais laisser personne l'insulter. Il se moque d'Arthur en lui demandant s'il va s'enfuir comme un lâche, car ses actions reflètent également l'honneur de son professeur. Cependant, Arthur est surpris car un duel semble être une chose très courante dans le pays des elfes, et personne n'essaie de les arrêter. Eh bien, Arthur décide d'accepter le duel
et Tess devient l'arbitre. Dès qu'elle donne le signal de départ, Faye court vers Arthur, qui le frappe simplement. Faye est assommé d'un seul coup et Arthur se sent déçu, car il s'attendait à plus après toutes ces conneries. Tess dit que cela devait arriver ainsi et attrape ensuite la main d'Arthur en s'enfuyant avec lui pour éviter l'agitation. Ils prennent quelques collations au marché, visitent la bibliothèque et quelques magasins, puis retournent au palais pour se détendre. Tess demande à Arthur s'il est enthousiasmé par son entraînement, mais il ne semble pas trop intéressé pour en parler. Plutôt, Virian lui avait clairement dit que son entraînement serait vraiment dur, mais que s'il pouvait le supporter, il verrait d'excellents résultats. Malgré cela, Arthur a accepté de suivre la formation et il a finalement une sorte d'excitation à montrer à Tess. Il lui dit qu'il est vraiment enthousiaste à propos de la formation et qu'il travaillera dur pour prendre en main son avenir. Tess répond qu'elle aussi travaillera dur et Arthur lui demande ce qu'elle veut faire. Elle dit qu'elle va simplement travailler dur pour rivaliser avec lui sans aucune autre raison. Le lendemain, la formation d'Arthur sous Virian commence et 3 années passent en un éclair. La relation entre Tess et Arthur est la même que toujours et elle vient toujours réveiller Arthur chaque matin. Mais maintenant, elle utilise Mana sur ses pieds, lui faisant ressentir une douleur immense et se réveillant en hurlant et en se plaignant. Ils se dirigent tous les deux vers l'extérieur où ils voient le roi et la reine partir pour une réunion. Alors qu'Arthur est occupé à se demander où ils vont, Tess lui tend soudainement un hamburger, lui disant de manger ce délicieux repas préparé par un méchant 10 contre 10. Arthur prend volontiers le hamburger, mais il taquine Tess en lui demandant qui est le méchant qui l'a fait, et cela l'offense. Elle l'attaque, et Arthur esquive ses attaques jusqu'au terrain d'entraînement où Virian les attend. Il leur dit de se battre correctement et leur lance des épées en bois, mais il sait qu'Arthur est maintenant prêt pour la 2e étape de son entraînement. Une fois la séance d'entraînement terminée, Tess est au sol, complètement épuisée. Pendant ce temps, Virian fait la leçon à Arthur sur la magie en lui disant qu'après avoir stabilisé son mana, on peut obtenir l'un des 4 éléments fondamentaux de la magie. Le type d'élément qu'ils obtiennent dépend également de l'espèce, et les elfes sont particulièrement doués en magie du vent. Virian dit que les nains sont bons avec la magie du feu et de la terre, tandis que les humains peuvent utiliser les 4 éléments. Cependant, ils ne possèdent toujours qu'un seul élément de base qu'ils possèdent naturellement, et tout le monde ne peut pas utiliser les 4 éléments. Tess demande soudainement à son grand-père pourquoi il n'a pas formé Arthur à la magie pendant qu'il renforçait son corps, parce qu'elle l'a fait. Virian répond que c'est parce qu'Arthur est faible, ce qui le choque. Il explique ensuite qu'il y a la volonté d'une bête puissante à l'intérieur du manicore d'Arthur et que cela perturbe l'équilibre entre son corps et le manoir. Arthur sent soudain sa douleur à la poitrine s'intensifier lorsqu'il entend cela, et Virian lui dit que la douleur est également causée par la volonté de la bête. Tess commence soudainement à taquiner Arthur en lui demandant s'il va bien parce qu'elle utilise la magie pour l'attaquer. Arthur lui dit que ça fait évidemment mal quand elle le frappe, mais il y parvient d'une manière ou d'une autre. Virian lui dit alors qu'il est temps pour lui de réveiller la volonté de la bête dans son corps. S'il réussit, il ne ressentira plus aucune douleur et deviendra un véritable dompteur de bêtes. Arthur est prêt pour cela et alors qu'il est assis sur le sol, Virian rassemble son mana. Il dit qu'il va allumer une étincelle dans son noyau de mana et même si cela sera un peu chaud, ce n'est rien qu'il ne puisse gérer. Il injecte ensuite son mana dans le corps d'Arthur qui se met à crier en sentant la chaleur. Puis soudain, le mana puissant laissé dans le corps d'Arthur par Sylvia s'active, repoussant avec force le mana de Virian. À la suite des fortes ondes de choc libérées, Virion et Tess sont tous deux envoyés voler et Arthur se demande ce qui se passe. Le mana de la bête se calme soudainement et il tombe au sol, ce qui inquiète les 2 elfes à son sujet. Tess va voir comment il va, mais Arthur s'évanouit soudainement. Il se réveille dans le château après quelques heures et Virian est à ses côtés. Le vieil elfe vérifie d'abord l'état d'Arthur avant de lui demander s'il sait quelque chose sur sa volonté bestiale. Arthur lui dit que c'est un dragon qui lui a donné ce pouvoir et Virian est abasourdi car il ne s'attendait pas à cela. Il dit à Arthur de garder cela secret pour tout le monde car la volonté d'un dragon peut attirer des problèmes indésirables vers lui. Arthur le remercie, mais Virian lui annonce soudain une nouvelle choquante. Il révèle qu'il va rentrer chez lui dans 4 mois. Et Arthur se lève brusquement du lit. Il dit qu'il était censé rester ici pendant 2 ans de plus avant que le portail vers le royaume humain ne s'ouvre. Mais Virian dit qu'un événement d'échange culturel va être organisé pour les jeunes des 3 royaumes et que grâce à cela, le portail vers le royaume humain sera ouvert. Arthur est triste en entendant cela car il s'est beaucoup attaché à cet endroit. Virian lui tapote la tête en lui disant de se reposer car son entraînement va devenir plus intense à partir de demain. Arthur lui demande si Tess est au courant et il répond qu'elle est informée par ses parents. Cette nuit-là, alors qu'Arthur est au lit en train de penser à son départ anticipé,
L'œuf de cristal qu'il porte depuis 3 ans se met à trembler. Il se lève surpris et lorsque l'œuf se fissure, il craint le pire. Cependant, lorsqu'un mignon petit bébé dragon en sort, Arthur est frappé par son innocence. Il décide de jouer avec, mais le bébé dragon le mord et laisse une marque magique sur son bras. Arthur est confus quant à ce qui se passe, mais il pardonne au bébé de l'avoir mordu car c'est mignon. Soudain, il entend le bébé dragon lui parler par télépathie à cause de la marque magique, et Arthur peut comprendre tout ce qu'il dit. Le bébé dragon l'appelle papa et il décide de le nommer Sylvia d'après Sylvia. Le lendemain matin, alors que Tess vient réveiller Arthur, elle trouve Sylvie endormie à côté de lui et panique. Arthur se réveille immédiatement en se demandant ce qui se passe. Mais quand il voit Tess serrer Sylvie dans ses bras parce qu'elle la trouve trop mignonne, il décide de se rendormir. Peu de temps après, il se dirige vers le terrain d'entraînement. Et même si Tess veut vraiment serrer Sylvia dans ses bras à nouveau, le bébé dragon ne semble pas l'aimer. Ils atteignent bientôt l'emplacement de Virian et le vieil elfe meurt presque d'une crise cardiaque en voyant un vrai dragon. Il entend ensuite l'histoire d'Arthur sur la façon dont le bébé dragon est sorti de l'œuf après avoir réussi à réveiller la volonté bestiale de Sylvia. Virian sait qu'il aura de gros ennuis si les gens découvrent l'existence du dragon. Il demande donc à Arthur de prétendre qu'il s'agit d'une bête de mana rare. Il pense que cela suffira à tromper la plupart des gens, car tout le monde pense que les dragons n'existent pas. Après cela, Virian dit que puisqu'Arthur est désormais un dompteur de bêtes, ils entraîneront désormais à la fois son monor et son noyau de bêtes. Il déclare qu'il n'y a pas de meilleur entraînement que le combat réel et décide de libérer son véritable pouvoir en tant que dompteur de bêtes. Le vieil elfe libère une énorme quantité de mana qui le recouvre entièrement, et quand il se calme, il émerge comme un être monstrueux fait d'aura noire. Arthur est stupéfait en voyant cette transformation, et il essaie instinctivement de se protéger, même si Virian n'a même pas l'intention de l'attaquer. Le vieil elfe se déplace soudainement derrière lui en lui tapotant l'épaule, et au moment où Arthur se retourne, il a disparu, ne laissant que 2 empreintes de pas noires sur le sol. Il commence à transpirer parce qu'il ne peut même pas dire où se trouve Virian en ce moment, et il se rend immédiatement. Virian apparaît derrière lui et Arthur lui dit qu'il devra payer pour sa thérapie. Après lui avoir montré cette forme monstrueuse, il revient à son état normal. Arthur dit qu'il ne pouvait même pas sentir sa présence et Virian explique que sa bête apprivoisée est une panthère de l'ombre qui peut manipuler le vent et le son extrêmement bien, mais cela vide son monor très rapidement. Virian lui tend alors son épée, disant que maintenant son véritable entraînement commence. Au cours des jours suivants, Arthur passe son temps à méditer pour contrôler son noyau bestial, puis à s'entraîner contre le mode monstre de Virian. Il est capable de tirer la puissance de son noyau bestial et la douleur dans sa poitrine disparaît complètement. Il devient très vite plus fort et passe tout son temps libre comme un enfant normal. Quelques semaines plus tard, Tess emmène à nouveau Arthur au marché et il y tombe sur la gamine arrogante nommée Faye. Il s'excuse, mais Faye agit comme si c'était le destin qui les avait à nouveau réunis face à face. Arthur ne se souvient même pas de lui et cela offense Faye. Il défie immédiatement Arthur en duel, mais finit par obtenir le code en un seul coup. Après cela, Tess rappelle à Arthur l'existence de Faye et il l'aide immédiatement à se relever. Faye prend sa main un peu à contre-cœur, mais ses amis lui disent d'arrêter d'agir comme si c'était des rats parce qu'ils ont toujours su qu'il voulait être ami avec l'humain. Arthur demande ensuite à Faye et à ses amis s'ils vont également participer à l'événement d'échange culturel et ils acceptent car tous les enfants nobles y vont. Arthur demande si Tess sera avec eux aussi et ils restent silencieux car ils savent qu'elle ne viendra pas. Faye essaie d'alléger l'atmosphère en disant qu'ils ne peuvent pas risquer de laisser la délicate princesse se perdre à nouveau, mais cela énerve Tess et elle l'envoie voler d'un seul coup de poing pour montrer sa force. Arthur panique en voyant cela et il s'enfuit immédiatement avec Tess avant qu'elle ne crée d'autres problèmes. Une fois qu'ils atteignent un endroit calme, il lui crie dessus, disant qu'elle devrait se comporter comme une princesse et que frapper son peuple au visage n'est pas un comportement de princesse. Arthur se sent ironique de dire cela parce qu'il était un roi dans une vie passée et qu'il a fait plus que simplement frapper ses sujets. Mais Tess dit ensuite qu'elle a été trop débordée ces derniers temps. Elle dit qu'Arthur va bientôt partir et elle est bouleversée à ce sujet, mais il ne comprend même pas ses sentiments et lui fait la leçon comme un vieil homme. Elle s'enfuit avec ça, mais Arthur souffre de graves dommages émotionnels en étant traité de vieil homme. Il se sent bientôt mal d'avoir blessé ses sentiments. Alors, il va dans sa chambre la nuit, avec des lucioles, et lui demande de venir faire une promenade avec lui. Tess accepte, mais une fois qu'ils entrent dans la forêt, elle commence à devenir nerveuse, car ils n'ont pas le droit d'être là. Arthur lui dit de ne pas s'inquiéter, car il va la garder en sécurité. Ils atteignent bientôt l'endroit où ils se sont rencontrés pour la première fois.
Après cela, ils allument un feu dans un espace ouvert et Tess commence à avoir sommeil. Elle hallucine un fantôme dans un tronc d'arbre tordu et crie fort, et Arthur commence à la taquiner à ce sujet. Tess lui pose alors des questions sur le royaume humain et il répond qu'il n'en sait pas grand-chose, car il n'a pas eu l'occasion de le voir. Elle dit qu'elle veut qu'il reste ici pour toujours, mais avant qu'Arthur puisse donner sa réponse, elle s'endort. Bientôt, le jour du départ d'Arthur arrive. Et tout le monde se rassemble pour lui dire au revoir. Mais Tess n'est pas là. Virian lui donne une boussole avec la marque de la famille royale afin qu'il puisse y accéder facilement la prochaine fois qu'il viendra les voir. Arthur pense que Tess est trop émotive pour le voir partir. Il décide donc de se rendre dans le royaume des humains avec les elfes qui participent à l'échange culturel. Alors que la porte s'ouvre, Tess arrive soudainement en courant, mais elle trébuche et tombe. Arthur court vers elle et l'aide à se relever et Tess commence à lui dire de prendre soin de lui. Il la serre soudainement dans ses bras, lui disant qu'elle lui manquera, et Tess se met à pleurer. Cependant, leurs adieux émotionnels sont interrompus lorsque la porte du royaume humain s'ouvre. Arthur fait un tour dans la calèche de Fa pour atteindre la ville flottante de Zius où vivent ses parents, et il est vraiment excité de les voir. Il se rend à leur adresse, et après s'être préparé mentalement, frappe à la porte. Sa petite sœur lui ouvre la porte et ses parents courent après elle. Arthur devient ému en les voyant et avec un sourire éclatant sur son visage, il leur dit qu'il est à la maison. Alice et Reynold n'en croient pas leurs yeux lorsqu'ils voient Arthur devant eux et ils le serrent fort dans leurs bras pour lui souhaiter la bienvenue. Leur fille dit à Alice qu'elle ne devrait pas pleurer et Arthur se tourne vers elle, réalisant qu'elle est sa sœur. Il s'agenouille devant sa sœur Helena et se présente, et elle est assez surprise de voir son frère. Après cela, Arthur se dirige vers l'intérieur où Alice commence à lui poser des questions sur le temps qu'il a passé loin d'eux. Il lui assure qu'il va bien et même Reynold lui demande d'arrêter d'étouffer le garçon. Pendant ce temps, Eleanor est jalouse de toute l'attention qu'Arthur reçoit de ses parents, mais Alice lui dit d'être une bonne amie avec lui parce qu'il est le frère dont ils lui ont raconté des histoires. Arthur dit qu'il voulait vraiment la rencontrer. Et puis le bébé dragon Sylvia saute dans ses bras. Une fois que tout le monde s'est calmé, Arthur donne à sa famille tous les détails de ce qui s'est passé après sa séparation d'avec eux. Cependant, il ne leur parle pas de Sylvia car il ne sait pas comment ils vont réagir et dit qu'il a survécu à la chute grâce à l'armure de l'intrigue. Il leur raconte ensuite comment il a sauvé Tess et comment il est resté au royaume des elfes pendant les années suivantes, s'entraînant et se faisant soigner pour sa maladie. Il cache tout à ses parents sur Sylvia et son noyau bestial et leur dit que Sylvia est une bête de mana qu'il a adoptée après avoir découvert que sa mère était trop faible pour survivre. Ses parents le croient et ils sont simplement heureux qu'il ait survécu. Soudain, Reynold demande à Arthur à quel stade se trouve son fils en ce moment, et Alice le gronde de s'être lancé dans de telles choses alors que leur fils vient de rentrer. Arthur lui demande d'abord quel est son travail actuel, et Reynold lui dit fièrement qu'il est instructeur de sécurité dans une célèbre maison de vente aux enchères. Reynold déclare ensuite que son monor est devenu orange foncé il y a 2 ans, ce qui se situe au milieu de l'échelle de puissance. Arthur est impressionné et pense que son père a fait beaucoup de travail pour atteindre ce stade, mais lui-même est au stade rouge clair, qui est juste un niveau en dessous du stade orange foncé. Reynold est énervé parce que son fils est sur le point de le dépasser et défie ensuite Arthur dans un combat pour voir à quel point il est devenu fort. Tandis qu'Alice le gronde pour cela, des gens font irruption dans leur maison. L'homme, Vincent, demande à Reynold s'il est vrai que son fils est vivant. Et Arthur se demande « Quel est le problème de ce type ?» Reynold lui dit que Vincent est le propriétaire de la maison de vente aux enchères où il travaille et que cette maison lui appartient également. Arthur salue Vincent et sa femme, puis se lie d'amitié avec leur fille Lilia, grâce à la gentillesse de Sylvie. Reynold dit alors à Vincent que lui et Arthur sont sur le point de s'entraîner dans le jardin et l'invite à regarder le spectacle. Vincent est surpris, mais il va au jardin avec tout le monde. Il n'arrive pas à croire que le monor d'Arthur soit au stade rouge clair. Mais Alice lui dit que son fils apprend vite et qu'il n'a aucune raison de mentir. Cependant, il a encore du mal à y croire car même les meilleurs élèves des écoles de formation les plus élitistes peuvent atteindre le stade rouge clair à l'âge de 13 ans et Arthur n'a que 8 ans. D'autre part, Arthur et Reynold finissent de s'échauffer et se précipitent l'un vers l'autre. Arthur bloque les attaques de Reynold, puis lance sa contre-attaque. Reynold le bloque facilement et lui dit qu'il a besoin de plus de travail. Mais Arthur le surprend alors en lui montrant ce qu'il a appris de Virian. Il parvient à repousser Reynold, qui est impressionné. Mais il dit à Arthur qu'il ne trouvera pas d'autre chance de lui porter un coup, car il va devenir sérieux maintenant. Il concentre son mana autour de son poing, le transformant en feu, ce qui est une surprise pour Arthur. Il sait que
que dans ce monde, tous les utilisateurs de mana ont un élément particulier avec lequel ils sont nés. Pour les prestidigitateurs, il est facile d'identifier cet élément et de l'utiliser. Mais pour les augmentateurs comme Reynold, il faut beaucoup de pratique et de perspicacité pour atteindre ce stade. Reynold recouvre soudainement tout son corps avec son mana de flamme et charge vers Arthur, qui ne peut que bloquer ses attaques. Alors qu'il est repoussé, Arthur pense à la façon dont il avait un pouvoir appelé Kai dans sa vie passée, qui fonctionnait essentiellement comme le mana. Mais un maître Kai pouvait décider lui-même quel élément il voulait utiliser. Arthur tente de lutter contre son père en pensant qu'il est né sans aucun élément particulier dans cette vie et que cela signifie qu'il peut tous les utiliser grâce à l'entraînement de sa vie passée et celle-ci. Il croit qu'il a ce qu'il faut pour vaincre Reynold. Il rassemble également le mana dans ses poings et il commence à rayonner une lumière dorée qui laisse tout le monde stupéfait. Arthur court vers Reynold et bloque ses poings enflammés avec l'aura dorée qui sort de ses mains. Leur collision crée une puissante onde de choc qui les repousse tous les deux. Et puis Reynold devient agressif, lui portant un coup solide. Alors qu'Arthur court à nouveau vers lui, il se souvient de la façon dont il a utilisé sa maîtrise du Kai lors de son entraînement avec Virian, et cela a grandement amélioré son résultat. Il a maîtrisé l'élément feu assez rapidement. Et à cause de cela, le vieil elfe a décidé de l'emmener un peu plus loin. Maintenant, alors qu'Arthur se souvient de son entraînement, il libère à nouveau l'aura dorée, puis la transforme en éclair. Les éclairs libérés par son corps mettent le feu à l'herbe, et Reynold ne peut que le regarder, abasourdi, car Arthur maîtrise la forme supérieure de la magie du feu. Arthur lui dit qu'il est trop tôt pour être surpris, car il en a encore d'autres d'où cela vient. Il utilise soudainement la magie de l'eau, manipulant l'eau de la fontaine pour attaquer Reynold. Tout le monde est choqué de le voir utiliser deux types de magie à la fois, et Reynold esquive de justesse l'attaque d'eau venant de derrière son dos. Sur ce, Arthur annule ses attaques et Reynold le serre immédiatement dans ses bras. Il dit qu'il est vraiment fier de lui et demande quand il a appris à faire ça. Arthur lui dit qu'il a appris cela récemment, mais qu'il ne peut pas encore très bien contrôler l'eau. Alors qu'Alice et Elena traitent cela comme un événement courant, Vincent et sa femme restent sans voix et croient tous deux qu'Arthur est un génie. Peu de temps après, ils retournent à l'intérieur et s'assoient autour de la table à manger, où Vincent dit à Reynold que son fils a un avenir très brillant. Reynold est d'accord en disant qu'il le savait depuis qu'Arthur a réveillé son Monor à l'âge de 3 ans et a détruit leur maison dans le processus. Vincent est surpris d'entendre cela, et tandis que Reynold rit fièrement, il tombe avec sa chaise. Vincent se lève soudainement de son siège et suggère qu'ils envoient Arthur à l'Académie Zirus. Reynold est surpris d'entendre cela et demande s'il en est sûr, car l'Académie Zirus est la plus grande école de formation de mages de tout le continent. Eh bien, la femme de Vincent est entièrement d'accord avec lui, et elle dit aux parents d'Arthur de ne pas s'inquiéter des frais car ils veulent parrainer ses études dans l'espoir qu'un jour cela leur sera également très bénéfique. Alice devient nerveuse en entendant cette offre et elle dit qu'ils ne savent même pas si l'Académie acceptera leur fils. Mais Vincent lui dit avec assurance qu'il connaît le directeur de l'académie et qu'il peut faire quelque chose à ce sujet. Soudain, Arthur prend la parole et dit que puisque cette affaire le concerne plus que quiconque, il devrait avoir son mot à dire. Il dit qu'il vient de retrouver sa famille et qu'il ne veut pas s'éloigner d'eux sitôt. Vincent comprend ses raisons et Arthur prend alors congé en disant qu'il était trop fatigué par le match d'entraînement. Il se dirige vers l'intérieur du bâtiment, mais Lilia le suit car elle est devenue pour lui depuis qu'elle a vu son pouvoir. Elle lui dit qu'il va dans la mauvaise direction et lui dit de la suivre car elle l'emmènera dans un endroit meilleur. Elle emmène Arthur dans la cuisine au sous-sol où elle commence à parler joyeusement avec les serviteurs et leur dit de lui préparer de délicieux plats de viande. La vieille fille lui dit de surveiller son alimentation car elle a pris du poids ces derniers temps et Lilia lui répond sèchement de ne pas parler de son poids. Arthur est surpris de voir ce côté de Lilia car elle n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent. Et puis, une des servantes lui dit qu'elle vient toujours ici pour manger quand elle est stressée. Arthur est curieux à ce sujet, et la servante dit que Lilia et ses parents veulent qu'elle se réveille en tant que mage et que cela lui impose un lourd fardeau. La nuit, Alice et Reynold viennent dans la chambre d'Arthur pour discuter encore un peu. Ils lui disent qu'ils sont vraiment heureux qu'il soit revenu parmi eux et ajoutent ensuite qu'ils sont également très fiers de lui. Ils prétendent qu'il deviendra un jour un grand mage, et Arthur veut leur dire quelque chose à ce sujet, mais ils l'interrompent et lui disent qu'ils peuvent parler du reste demain. Sur ce, ils lui souhaitèrent de bonnes nuits et le laissèrent dormir. Le lendemain matin, Arthur court immédiatement dans le hall dès son réveil car de vieux amis sont là pour le voir. Ce sont les membres du parti de ses parents et ils sont vraiment heureux de le revoir. La maman Angela serre Arthur fort dans ses bras jusqu'à ce qu'il ne puisse plus respirer. Puis,
Il partage un high-five avec le tank nommé Dur. Adam et Hélène continuent de se chamailler tout en accueillant Arthur. Puis soudain, Jasmine commence à le fouiller, sans autre raison que le fait qu'elle veut le toucher. Elle le serre ensuite dans ses bras, demandant à Arthur de lui pardonner car tout est de sa faute. Après leurs retrouvailles émouvantes, le groupe commence à raconter à Arthur leurs récentes missions qui se sont déroulées dans des endroits lointains. Et comme d'habitude, ils continuent à se disputer pour des petites choses. Après les avoir entendus parler, Arthur se rend compte qu'il y a tellement de choses sur ce monde qu'il ne sait pas, et qu'être un aventurier est un bon moyen d'en apprendre davantage. Cependant, en regardant sa famille, il pense qu'il n'est pas encore prêt à les quitter à nouveau. Arthur commence à s'entraîner dans sa chambre en essayant de concentrer son mana à un point tel que même le temps lui semble figé. Cependant, il ne peut pas maintenir cet état trop longtemps et s'effondre à cause de la fatigue, alors qu'il commence à penser qu'il doit devenir plus fort rapidement pour protéger les personnes qu'il aime. Et juste à ce moment-là, Sylvie vient le câliner. Arthur la serre dans ses bras, mais soudain, il se rend compte qu'elle sent vraiment mauvais. Et il procède immédiatement à lui donner un bain. Une fois qu'il a terminé, sa famille arrive et lui dit que c'est à son tour d'être soigné maintenant. Et avant qu'Arthur ne s'en rende compte, il se retrouve dans le fauteuil d'un gars qui semble vouloir le toiletter de plus d'une manière. Bientôt, Arthur adopte une nouvelle coupe et sa mère et sa sœur commencent à devenir fans de lui. Mais la mère de Lilia lui dit qu'il prévoit de l'emmener à leur maison de vente aux enchères la prochaine fois, alors qu'il a l'air si minable. Elle dit ensuite à Arthur qu'aujourd'hui, ils vont l'emmener visiter la ville de Zeus. Et Alina lui demande immédiatement de lui tenir la main. Ils commencent à explorer la ville ensemble, et quand Arthur met un élastique à cheveux autour du doigt d'une statue, un groupe de garçons lui en jette un à la tête. Il s'éloigne, après s'être moqué de lui, et Arthur demande qui diable étaient ces chi. Lilia lui dit qu'ils étaient les étudiants de l'Académie de magie de Zirus, et comme ils sont traités comme des rois à cause de cela, la plupart d'entre eux sont des brutes. Il ressent soudain une énergie familière provenant d'un magasin voisin. Il va vérifier et trouve des noyaux de bêtes à l'intérieur de la boutique. Et la mère de Lilia lui dit que ce sont des monachors qui sont pris sur des bêtes magiques et utilisés pour rendre une personne plus forte. La mère de Lilia ajoute alors que le prix des noyaux de bêtes dépend de ses effets et que s'il a une volonté de bête, cela peut coûter jusqu'à 100 pièces d'or, ce qui suffirait à faire vivre Arthur et sa famille dans le luxe pendant 250 ans. Elle dit ensuite à Arthur qu'ils vont bientôt vendre des noyaux de bêtes dans leur maison de vente aux enchères et qu'il peut en toucher un. D'un autre côté, Lilia essaie nerveusement de dire à sa mère qu'elle devrait obtenir un noyau de bête, mais la femme refuse clairement, lui disant que même si elle obtient un noyau de bête, il n'y a aucune garantie qu'elle se réveillera en tant que mage. Lilia s'énerve lorsque sa mère lui rappelle que les noyaux de bête sont trop chers, et elle répond qu'il y en a aussi des moins chers. Sa mère refuse de l'écouter. Lilia se rend dans un magasin d'armes où elle jette un œil à des noyaux de bête bon marché qu'elle peut acheter avec son argent de poche. Mais quand Arthur lui demande si elle en est sûre, elle est surprise. Il répète ce que sa mère vient de dire et lui dit d'arrêter d'être si impatiente. Mais Lilia s'en prend à lui disant qu'il ne comprendra pas ce qu'elle ressent parce qu'il est spécial. Arthur essaie toujours de la calmer, mais alors qu'elle essaie de le repousser, elle heurte un garçon derrière elle qui s'avère être un étudiant de la Zeus Magic Academy. Lilia s'excuse immédiatement auprès de lui, il essaie de la menacer et Arthur intervient immédiatement pour la protéger. Juste à ce moment-là, le commerçant arrive également sur place en entendant le vacarme. Mais dès qu'il voit les étudiants, il recule rapidement. Les connards arrogants décident d'intimider Lilia et l'un d'eux invoque une petite flamme. Arthur répond en activant également sa magie. Mais juste à ce moment-là, la mère de Lilia arrive et leur dit à tous les deux d'annuler immédiatement leur magie. Alors que les étudiants et le commerçant lui disent d'abord d'arrêter d'intervenir lorsqu'ils apprennent que son mari est propriétaire de la maison de vente aux enchères qui donne chaque année une grosse somme d'argent à l'Académie de magie, tous deux sont stupéfaits. Les étudiants décident de rentrer car ils ne veulent pas d'ennui maintenant, mais ils se moquent toujours de Lilia avant de partir, en disant qu'une perdante comme elle ne peut utiliser de l'argent. Plus tard, ils rentrent chez eux et Vincent s'inquiète lorsqu'il apprend que Lilia et Arthur ont failli se battre avec des étudiants de l'académie. Lilia s'excuse, mais Vincent lui dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il dit également à Arthur qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter de quoi que ce soit, car il a fait beaucoup de dons à l'académie de magie et qu'un petit incident comme celui-ci ne nuira pas à ses chances d'obtenir une place là-bas. Lilia pense que son père veut envoyer Arthur à l'académie de magie à sa place parce qu'elle n'a pas été capable d'utiliser la magie, même après toutes les choses qu'ils ont essayées. Elle s'effondre et s'en prend à tout le monde
monde avant de s'enfuir. Le soir, Arthur va l'appeler pour dîner, mais elle n'est même pas dans la pièce et un serviteur vient le chercher pour l'emmener chez elle. Pendant ce temps, Lilia pense à la façon dont ses parents ont toujours voulu qu'elle devienne une mage et c'est devenu son rêve d'aller à l'académie. Cependant, lorsque sa magie ne s'est pas développée, même après de nombreuses tentatives, elle est devenue déprimée. Elle a réussi d'une manière ou d'une autre à garder ses émotions sous contrôle. Mais ensuite, Arthur est arrivé dans sa vie et ses parents ont commencé à penser à l'envoyer à l'académie. Arthur arrive bientôt à la cuisine et il la réveille. Il essaie de s'excuser auprès d'elle, mais pense ensuite que cela ne fera que la faire paraître arrogante devant la fille. Soudain, Lilia s'excuse auprès de lui, disant qu'elle était jalouse de lui parce qu'il avait volé l'attention de son père. Elle commence à se blâmer de ne pas avoir éveillé sa magie et dit que ses parents ont dû perdre espoir. Arthur fait une tarte à la pauvre fille et il lui attrape immédiatement le visage, lui disant d'arrêter de trop réfléchir. Il dit que même lui peut dire à quel point elle travaille dur. Il lui raconte une histoire sur Tess sans aucune raison, puis dit que la raison pour laquelle son père, ou même Elena, s'intéresse autant à lui est qu'il est un nouvel ajout à leur vie. Lilia rit de cela et admet ensuite que c'est elle qui s'est mis toute la pression. Mais Arthur pense que ce n'est pas toute la vérité. Il sait qu'elle est accablée par les attentes de tous ceux qui l'entourent et il décide de l'aider à éveiller sa magie. Bientôt, il retourne au salon et dit aux parents de Lilia qu'elle voulait vraiment réveiller la magie. Il l'a donc envoyée à l'endroit où il s'est entraîné pendant 3 ans. Il leur assure qu'elle y sera en sécurité et heureuse. Mais ses parents ne l'acceptent pas. Ils lui demandent comment il a pu la renvoyer sans leur demander au préalable et Arthur répond que c'était la décision de Lilia. Lorsqu'il lui a donné le choix, elle a décidé de ne pas en parler à ses parents car cela l'aurait amené à remettre en question sa décision. Il remet ensuite une lettre à Vincent dans laquelle Lilia se dit être un fardeau pour ses parents jusqu'à ce qu'elle soit capable de faire de la magie. Elle promet de devenir un mage et Vincent s'effondre en lisant ça. Il commence à se blâmer, disant qu'il pensait que Lilia aurait un avenir heureux si elle devenait magicienne. Mais il n'aurait jamais imaginé que cela la forcerait à prendre une décision aussi imprudente. Il dit que même si elle n'était pas devenue mage, il aurait été heureux tant qu'elle l'aurait été. Et c'est le moment pour Arthur d'appeler Lilia à sortir de sa cachette. Ses parents sont absolument perplexes quant à ce qui se passe. Et Arthur s'excuse immédiatement de leur avoir menti. Mais il voulait que Lilia sache que ses parents l'aiment inconditionnellement. Vincent lui dit que tout va bien car il a maintenant réalisé son erreur. Il s'excuse immédiatement auprès d'Alice et de Reynold, disant qu'ils n'auraient pas dû être trop pressés d'envoyer leur fils à l'académie alors qu'il venait de revenir parmi eux. Il dit ensuite à Lilia qu'elle n'a pas besoin de se forcer à rejoindre l'académie si elle ne le souhaite pas, car elle peut aussi être heureuse en faisant d'autres choses. Cependant, Lilia lui dit qu'elle veut vraiment rejoindre l'académie. Ses parents la serrent dans leurs bras, lui disant qu'ils ont pleinement confiance en elle. Et voyant ce moment touchant, Arthur se porte volontaire pour l'aider à réveiller sa magie. Bientôt, il fait asseoir Lilia et Elena dos à dos, et leurs parents ne sont pas sûrs qu'ils puissent vraiment y parvenir. Cependant, Arthur leur dit avec assurance que la première étape pour éveiller leur magie est de se concentrer sur leur respiration. Il leur dit de respirer lentement, les yeux fermés, et de continuer à se concentrer jusqu'à ce qu'ils puissent voir une lumière dans l'obscurité. Elena est la première à voir une lumière, mais lorsqu'elle s'exclame qu'elle la voit, elle perd sa concentration et revient à une page blanche. Lilia se sent abandonnée car elle ne voit rien, mais Arthur lui dit de continuer à respirer. Il place ensuite sa main sur le dos des 2 filles et leur dit de continuer à respirer même si elles ressentent un peu de chaleur. Il envoie ensuite doucement son mana dans leur corps et Lilia est enfin capable de voir la lumière dont il parlait. Ses parents sont émus aux larmes et après ça, Lilia descend faire la fête avec les domestiques. Peu de temps après, Arthur se rend à la maison de vente aux enchères de la famille de Lilia et il est étonné de voir à quel point elle est grandiose. Il y a toutes sortes de nobles attendant d'acheter des objets de collection et d'autres objets rares. Alors que Lilia et Elena vont immédiatement vérifier de jolis noyaux de bêtes, l'attention d'Arthur est attirée par un démon effrayant. Et pendant ce temps, Reynold s'occupe de la sécurité de la maison de vente aux enchères. Bientôt, la vente aux enchères commence et Vincent commence par présenter ses invités VIP qui sont le roi Blaine et toute sa famille. Le roi est accueilli par de vives acclamations du public et Arthur a le sentiment qu'il est vraiment aimé par son peuple. Avec cela, la vente aux enchères commence et le premier élément au menu est un poignard enchanté par la magie de la foudre. Arthur se demande s'il peut également enchanter une arme avec sa magie. Quand soudain il découvre que Sylvie a disparu, il décide d'aller la retrouver. Ignorant que le petit dragon a rencontré un magicien louche dans le couloir. Pendant ce temps, la vente aux enchères continue et Vincent présente le petit d'un monstre lion aux gens.
leur expliquant qu'il s'agit d'une puissante bête de mana, déjà d'une classe malgré son âge. Le prince dit au roi qu'il veut vraiment le lionceau, et le roi se joint immédiatement à la guerre des enchères, achetant le lionceau pour 1000 pièces d'or. D'un autre côté, Arthur atteint le couloir à la recherche de Sylvie lorsqu'il entend sa voix venir de loin. Il court immédiatement vers elle et trouve un gars effrayant qui lui demande de le laisser l'examiner. Arthur se rend vite compte que l'homme est habillé comme les magiciens qui étaient derrière le roi. Il ne veut donc pas se battre avec lui. Il demande poliment au magicien de laisser partir son partenaire. Et le gars effrayant soupire, disant qu'il pensait que cet homme bête était un autre objet aux enchères. Sylvie court vers Arthur, mais le mage royal semble mécontent. Arthur décide de retourner à son siège, mais le vieil homme lui dit de laisser la bête de mana ici, car il conclura un pacte avec elle. Il dit que seul quelqu'un comme lui peut faire ressortir le véritable potentiel d'une bête de mana comme celle-ci. Et Arthur devrait être reconnaissant d'avoir la chance de l'aider. Il lance ensuite une explosion de feu qui manque de peu Arthur pour montrer à quel point il est puissant. Mais Arthur n'est pas impressionné. Il demande au vieil homme pourquoi il devrait le laisser avoir son partenaire simplement parce qu'il est un mage royal. Et il tire une autre attaque de feu dans sa direction. Le mage royal lui dit que c'est pour le bien de leur pays. Mais Arthur en a assez de l'écouter. Ouais, il commence à rentrer, lui dit qu'il apprendra bientôt ce que signifie défier un royal. Et il s'assurera que ses parents en assument la responsabilité. C'est quelque chose qu'Arthur ne laissera jamais passer. Et il dit immédiatement au mage royal de répéter ce qu'il vient de dire. Il se retourne avec une intense intention meurtrière qui se dégage de son corps et qui est suffisamment forte pour couvrir toute la maison de vente aux enchères. Tout le monde panique, alors que le air devient soudainement lourd et que des faibles comme Vincent tombent à genoux parce qu'ils ne peuvent pas gérer l'intention meurtrière d'un alpha comme Arthur. Le roi Blaine, cependant, est un Sigma 2 et il peut dire que quelqu'un de vraiment puissant est assez en colère. Pendant ce temps, Arthur réalise soudainement que juste parce qu'il voulait cultiver son aura devant le mage royal, il a laissé transparaître sa véritable émotion. Il sait qu'ils ont déjà provoqué une énorme agitation et au moment où il se calme, Reynold et ses hommes sont déjà en mouvement pour évacuer tout le monde de la maison de vente aux enchères. Bientôt, Vincent, Reynold et leur famille sont convoqués par le roi pour cette affaire. Il dit à Reynold qu'en tant que chef de la sécurité, il devra assumer la responsabilité de ne pas avoir pu attraper l'intrus à temps. Reynold accepte sa faute et se prépare à sa punition. Mais le mage royal intervient alors en disant que puisqu'il n'y a pas de victime, le roi devrait être indulgent avec la punition. Il se tourne alors immédiatement vers Arthur en lui disant qu'il a un bel homme bête et qu'il peut l'élever à son plein potentiel. Arthur se rend compte que le vieux bâtard l'a bien eu, et même Blaine le soutient. Il dit à Reynold que le mage nommé Sébastien le sert depuis des années, et que s'il avait eu un partenaire, il aurait pu empêcher cet incident de se produire. Il demande à Reynold ce qu'il pense du fait de lui remettre la bête de mana de son fils, et Arthur est sur le point de parler quand sa mère lui dit de se taire. Heureusement, Reynold dit également au roi qu'Arthur a obtenu la bête de mana uniquement par ses propres efforts. Lui seul peut donc prendre la décision de le donner. Le roi Blaine se tourne vers Arthur, qui est vraiment agité par cet incident, mais il se calme et répond qu'il ne peut pas trahir son partenaire et ami. Blaine décide d'améliorer son offre et dit à Arthur d'échanger le petit lézard contre le lionceau qu'il vient d'acheter, car un prédateur deviendra certainement une bête de mana plus forte à l'avenir. Arthur s'approche de la limite de la manipulation et il dit froidement au roi qu'il ne va pas donner, vendre ou échanger son partenaire contre quoi que ce soit. Le roi s'en offusque car malgré son statut, il demande gentiment 2 fois. Il donne une dernière chance à Arthur en lui demandant s'il échangera sa bête Mona ou non. Eh bien, Arthur décide de lui montrer que ce ne sont pas la couronne et le royaume qui font un roi, mais l'attitude. Et il se lève et demande au roi combien il vendrait ses enfants. Blaine reste sans voix à ce moment-là et Arthur lui dit alors qu'il lui a demandé 3 fois et qu'il a refusé à chaque fois. Il demande à Blaine d'apprendre de cela. Sébastien ordonne immédiatement aux chevaliers d'abattre le garçon sans manière, mais Arthur assomme les 2 chevaliers d'un coup de poing chacun. Sébastien est frustré par cela et il décide de prendre les choses en main car il compte avoir Sylvie à tout prix. Le vieil homme tire du feu sur Arthur, mais il active soudainement la capacité spéciale qu'il obtient de son partenaire dragon et le temps se fige pour tout le monde dans la pièce. Sébastien est confus quant à ce qui se passe et Arthur lui dit que sa magie ne fonctionnera plus. Sébastien panique mais agit toujours fort, disant qu'il ne peut pas gagner contre un mage royal. Mais Arthur se casse la jambe sans même la toucher. Sébastien pleure de douleur et crie à l'aide, mais personne ne peut l'écouter. Arthur lui dit de faire attention à ce qu'il fait ensuite, et le connard le menace qu'il ne s'en sortira pas libre après avoir embêté un membre de la famille royale. Cependant,
Lorsqu'il voit l'image d'un dragon derrière Arthur, il pisse dans son pantalon en réalisant qu'il a affaire à quelque chose qui dépasse de loin ses capacités. Juste à ce moment-là, le temps recommence à avancer car Arthur est devenu trop épuisé en utilisant son pouvoir. Dès que tout le monde reprend ses esprits, il s'effondre et sa famille panique. Il se réveille quelques jours plus tard avec un violent mal de tête et se rend compte qu'il ne peut même pas figer le temps pendant quelques secondes sans faire face à de graves conséquences plus tard. Il se lève de son lit quand Alice arrive dans sa chambre avec Sylvie et elle est vraiment contente de voir qu'il est levé. Arthur lui demande ce qui s'est passé après son effondrement et elle répond que tout le monde était inquiet pour lui, mais que le médecin leur avait dit qu'il irait bien. Alice dit qu'elle était inquiète malgré cela, et Arthur lui demande de l'emmener au marché pour changer d'air. Elle l'aide à acheter des cadeaux pour Elena et Arthur commence immédiatement à s'inquiéter pour l'argent car il est presque sûr que son père a perdu son emploi. Cependant, Alice lui dit qu'elle a aussi quelques activités secondaires, donc elle a de l'argent. Une fois leurs achats terminés, ils rentrent chez eux et Arthur trouve Reynolds en train de discuter avec colère de quelque chose avec un invité. Il demande ce qui se passe. Mais Adam et Dur lui disent de se taire. Ils le laissent bientôt entrer et Reynolds lui demande immédiatement comment il se sent. Arthur lui dit qu'il se sent parfaitement normal. Et puis les invités se lèvent soudainement pour le saluer et s'excuser officiellement au nom du roi pour l'incident survenu plus tôt. Le roi a également envoyé de l'argent pour dissimuler l'incident. Et Arthur a le sentiment qu'il minimise l'importance de l'incident en qualifiant cette tentative d'assassinat de simple incident. Il décide d'accepter les excuses dans tous les cas et le messager dit à Reynolds que son fils est un homme intelligent. Il ajoute que les 2 chevaliers qui l'ont attaqué ont été renvoyés. Cependant, Reynolds n'est pas satisfait de cela et il entre dans un débat avec le messager. Arthur leur demande à tous les 2 d'arrêter de dire que c'était aussi de sa faute d'avoir été impoli envers le roi et qu'en fin de compte, il n'a pas été blessé. En parlant de blessures, Arthur pose des questions sur le mage royal et le messager dit qu'il a également été renvoyé de son travail et qu'il est actuellement hospitalisé. Mais le messager lui demande de le laisser au moins finir. Il dit qu'ils ont conclu que le mana des soldats qui ont attaqué Arthur a dû rebondir et interférer avec le sort du mage, le blessant. Le messager dit alors que même si Arthur est suffisamment talentueux pour attirer le regard du roi Blaine, il doit apprendre de meilleures manières car tout le monde n'est pas aussi indulgent que son roi. Reynolds se rend compte que c'est vrai et il accepte les excuses ainsi que l'argent. Il remet l'argent à Arthur parce que c'est lui qui a été attaqué et lui dit de bien l'utiliser. Cet incident fait comprendre à Arthur que même s'il a le pouvoir de se battre, il a besoin de plus que cela pour assurer sa sécurité et celle de sa famille. Il pense qu'il a besoin d'une autorité et d'une influence suffisamment forte pour affronter la famille royale. Et dans son esprit, l'Académie de magie est le meilleur endroit pour commencer à rassembler ce genre de pouvoir. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner et à regarder la vidéo sur votre écran ensuite.